خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم أزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 9 mai 2024. Hier le 8 mai 2024, Abdelmajid Tebboune disant à célébrer cette journée spécifique dans l'histoire de l'Algérie, les événements du 8 mai 1945, les massacres de Kharrata et de Guelma et de Sétif, journée nationale du Shahid qui a été instituée par le régime Tebboune lui-même. Donc c'est une journée, un jour assez important pour la mémoire collective algérienne. Et l'on a profité pour rendre visite au ministère de la Défense nationale et il a rencontré l'ensemble des responsables de l'armée. Et le Majid Tebboune a tenu un discours qui a été diffusé par les médias officiels et par beaucoup d'extraits ont été diffusés en tout cas par la présidence de la République et par l'APS et par le NTV, les médias publics et semi-privés ou semi-indépendants, semi-publics je les appellerais plutôt, de l'Algérie parce qu'ils sont totalement contrôlés par l'appareil de propagande du régime algérien. Dans ce discours, il y a quand même un langage qui nous interpelle. Bon, la présence d'Abdelmajid Tebboune à 8 mai 2024 au siège du ministère de la Défense nationale n'est pas fortuite. Et nous sommes, vous le savez, un mois de la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Nous sommes plus exactement mai, juin, juillet, août, septembre. On est à 4 mois et pratiquement de l'organisation d'une élection présidentielle en Algérie. Donc la proximité extrêmement médiatisée et soulignée, accentuée par des images, par des prises de parole, par des discours entre le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chenguel Abdelmajid Tebboune, n'est pas un hasard. Et on reviendra sur cette relation armée-président de la République plus tard, parce qu'il y a un message politique clair, net et précis. C'est que nous sommes constitués un front commun et que Abdelmajid Tebboune est soutenu par l'institution militaire et que le deuxième mandat est une option qui est inévitable. Et l'armée, et face aux informations de dissension qui circulent dans les médias indépendants, qui sont véhiculées ou révélées par certains journalistes indépendants et des activistes basés à l'étranger, sur les dissensions entre l'entourage de l'état-major de l'armée et l'entourage du président de la République, Saïd Chenguel Tebboune font tout pour démontrer aux Algériennes et aux Algériens qu'ils sont unis, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'ils sont dans le même bateau, qu'ils veulent conduire ce bateau, ce navire qui est l'Algérie, là, vers la destination qu'ils veulent, ou vers la destination qui fait l'objet d'un consensus entre eux. Il y a le sujet, on doit aller plus tard. Qu'est-ce qu'il y a des dissensions, est-ce qu'il n'y a pas de dissensions, que veut l'armée de Tebboune, que veut Tebboune de l'armée, ça on en parlera plus tard. Pour le moment, c'est un langage qui est quand même intriguant, qui fait un peu peur. Hier, Abdelmajid Tebboune, le siège du ministère de la Défense nationale, il a parlé de l'éventualité d'une guerre. Nous avons une armée, il a dit, vous pouvez revoir le discours, nous avons une armée qui est forte, elle est forte notre armée, nous voulons la développer, nous n'avons jamais agressé personne, il a commencé par le dire, parce que d'ailleurs ce discours vient juste après quelques jours, dans le discours du 1er mai, où Abdelmajid Tebboune a suscité beaucoup de polémiques, a défrayé la chronique, y compris dans les médias étrangers, en faisant des menaces, en menaçant clairement des pays étrangers, en menaçant clairement les adversaires de l'Algérie, les détracteurs de l'Algérie, d'utiliser l'armée, la force militaire, au cas où quelqu'un, au cas où l'Algérie se sent menacée. Rappelez-vous, c'est la métaphore du caillou. J'ai un caillou entre mes mains, celui qui dévie ou qui sort des rangs, je le frappe. Et la métaphore était, nous l'avons analysée de façon extrêmement précise, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut beaucoup de choses sur la pensée, sur la doctrine idéologique militaire, ou la doctrine idéologique dans la défense nationale du régime algérien. On l'a déjà analysé, elle est à l'émission. Vous pouvez la revoir, elle est sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, 8 jours plus tard, il y aura le ministère de la Défense nationale, où Abdelmajid Tebboune va reparler de l'armée. C'était le 4 mai dernier où nous avons fait cette émission sur la métaphore du caillou, la doctrine du régime algérien actuel, du régime Tebboune en matière de défense nationale. Là, il revient sur le sujet. Il essaye, ça se voit que Tebboune a été conscient qu'il a choqué la communauté internationale, qu'il a suscité des craintes au sein des membres de la communauté internationale, qu'il a donné l'image d'une Algérie belliqueuse. Franchement, je me le saf. Quel rang.
C'est que le régime algérien a une ligne de conduite, a un agenda. Si quelqu'un, c'est un pays, ou il a une entité, ou il a un partenaire, ou il a un voisin, ou il a un autre État, s'il lui semble menaçant parce qu'il sort de cet agenda, il sort, il sort du rang, je le frappe. D'ailleurs, on pourrait même dire que cette menace s'adresse aussi au front intérieur, à la population algérienne, parce que un État étranger n'a pas à s'aligner sur les rangs, n'a pas à entrer dans les rangs. Un État étranger, il est souverain, l'Algérie elle est souveraine. C'est des États qui ont des intérêts qui peuvent être convergents, qui peuvent être divergents, qui peuvent être opposés, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir une alliance, une amitié, mais il n'y a pas un alignement. Les États étrangers ne peuvent pas s'aligner sur la politique du régime algérien. Celui qui sort des rangs, je le frappe. Là, c'est une menace contre quelqu'un ou contre une personne ou une entité qui doit rester loyale, fidèle et soumise. Tu te rebelles, soumise à l'égard du régime. Et là, c'est beaucoup plus, il s'adressait ce jour-là beaucoup plus au front interne. Une armée forte pour d'abord réprimer, pour d'abord persécuter, pour d'abord parer aux éventualités d'une révolte populaire, pour affronter des scénarios de déstabilisation de l'Algérie qui pourraient être alimentés ou financés ou gérés par des interventionnismes, par des interventions de puissances étrangères. Mais c'est surtout le front interne. Les mots ont un sens. Quand on est un dirigeant politique, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe quel moment. Et les mots traduisent un état d'esprit. Les mots qu'un dirigeant politique, le vocabulaire d'un dirigeant politique utilise, ce pas des mots innocents. Il traduit sa pensée. Et la pensée d'un dirigeant politique, c'est des agendas, c'est des stratégies, c'est des intentions, c'est des objectifs, c'est une conduite, une manière de gouverner le pays. Tebboune, le 1er mai dernier, ne parlait pas de l'environnement extérieur de l'Algérie. Parce que l'environnement extérieur de l'Algérie, mais est-ce que la Libye, le Maroc, ou les Émirats, ou l'Espagne, ou la France ont des intérêts différents de l'Algérie. Ce sont ou des partenaires ou des adversaires de l'Algérie, mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas alignés. Les rangs, sortir des rangs, ils ne sont pas alignés sur des agendas du régime algérien. Ils n'ont pas à témoigner leur loyauté ou leur soumission à l'égard de l'Algérie. Lui, il parlait comme si quelqu'un devait au chaos d'une rébellion. Donc, le régime algérien, c'est ce que je voulais vous expliquer, parce qu'on ne s'attarde pas beaucoup sur les analyses, malheureusement, et les mots des dirigeants algériens sont suffisamment significatifs et reflètent leur véritable pensée et leur véritable plan de gouvernance du pays. Abdelmadjid Tebboune, le 8 mai, il revient donc sur l'histoire de l'armée forte, où il rassure. Donc il a corrigé, il a compris, il a été incompris. Il dit que l'Algérie n'a jamais agressé quiconque, n'a jamais menacé ses voisins, n'a jamais intervenu à l'étranger, qu'elle ne le fera jamais, que le but de l'armée algérienne est uniquement de se défendre. De se défendre. Je vous mets le discours. Mbed, dans la même phrase, il dit « Et je salue le travail qui a été fait par le chef d'état-major de l'armée, les généraux de l'armée, les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, les soldats et les troupes, y compris le personnel civil assimilé, qui font un travail exceptionnel et qui se préparent à toutes les éventualités. » Toutes les éventualités. Les éventualités de quoi? Les éventualités d'une guerre, les éventualités d'un affrontement. Voilà, je vois la contradiction. D'un côté, tu dis que tu ne veux pas agresser, tu veux uniquement te défendre, et après tu dis qu'il faut se préparer à toutes les éventualités. Cela suppose quoi? Cela suppose que ou le régime algérien, le président Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants de l'armée ont des informations plus ou moins précises que l'Algérie risque d'être agressée et d'être attaquée. Oui, effectivement, Abdelmadjid Tebboune, il a parlé de l'environnement de l'Algérie, il a comparé ça à une mer agitée. Je crois le Parhej, il a dit. Une mer agitée. Sauf que l'environnement de l'Algérie est agité depuis le début de la crise des printemps arabes, depuis 2011. Ça fait une décennie que l'environnement de l'Algérie est agité. Que ce soit au nord du Mali, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye. Avec le Maroc, les problèmes sont historiques depuis l'indépendance du pays. Peut-être juste l'élément nouveau, c'est l'alliance du Maroc avec Israël, mais on va en parler dans un petit moment.
mais il n'y a pas il y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu des coups d'État au Mali, au Niger, oui, mais il y a eu déjà des rébellions armées au Mali, au Niger, et l'Algérie vit avec cet environnement depuis 10 ans. Le régime précédent, à aucun moment l'Algérie précédemment ne s'est sentie menacée au point où elle parlait ouvertement d'une éventualité d'une guerre. Il n'y a que le régime Tebboune qui parle d'une éventualité d'une guerre, en se basant sur des éléments géopolitiques qui ne sont pas nouveaux, puisque, mis à part le début de la guerre, mis à part la guerre en Ukraine et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, il n'y a rien qui a changé dans l'environnement de l'Algérie. De deux, si vous avez bien remarqué, le compte rendu de la PS, juste après le discours d'Abdelmajid Tebboune, qui parle, voilà, nous ne voulons pas agresser quiconque, on veut juste se défendre, nous voulons une armée forte pour protéger notre souveraineté, mais il faut se préparer à toutes les éventualités. Le chef d'état-major de l'armée Mbad, Saïd Chenguereha, il a fait une allocution de bienvenue, avant même que Tebboune ne parle. C'est Saïd Chenguereha qui a parlé. Au Watanik, il a parlé d'éventualité, d'une éventualité, de toutes les éventualités. Renforcer les capacités militaires dans toutes les formes. Conscient des défis actuels, lesquels on ne sait pas encore, nous avons veillé au sein de l'armée nationale et populaire à renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes. Nous avons pris les mesures appropriées conformément aux orientations de votre haute autorité pour faire face à toute éventualité. Notre stratégie est basée sur une évaluation rationnelle des menaces et une utilisation optimale des armes, des équipements et des forces, constamment adaptées pour garantir les meilleures conditions de sécurité. Ça, c'est Hachingra qui le dit. Menaces, évaluation, faire face à toute éventualité. Alors, au départ, Tebboune dit que l'Algérie n'attaquera jamais. C'est pas elle qui va attaquer. Mais là, quand on parle d'éventualité, ça veut dire qu'on va se faire attaquer. Par qui on va se faire attaquer? Saïd Chenguereha est contenu. Nous pouvons également affirmer que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable comme les résultats positifs sur le terrain. Elles poursuivent avec un moral élevé leur préparation au combat, en vue d'atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité. Se préparer au combat, faire face à toutes les éventualités, évaluer toutes les menaces, utilisation optimale des armes. On va dire que dans le contexte absolu, toutes les armées ont pour mission de se préparer au combat. C'est une évidence totale. Sauf que toutes les armées ne fassent pas des démonstrations publiques et n'affichent pas à chaque fois leur disposition à faire la guerre ou à se défendre. Les armées, on les appelle les grandes muettes. Les armées ne parlent pas. Il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ont des problèmes. La Turquie, elle est entourée de conflits. L'Iran, elle est entourée de conflits. Le Congo-Kinshasa, il a des problèmes sur son territoire avec le Rwanda, avec des milices soutenues par le Rwanda. L'Éthiopie, elle était en guerre en 2020. Le Nigeria fait toujours office à des régions, à des rébellions islamistes de Boko Haram. Le Mali et le Niger sont officiellement en guerre contre plusieurs groupes terroristes. Il y a plusieurs régions à travers le monde où les armées se préparent, où elles sont de facto, sur le plan opérationnel, engagées dans un conflit. Sauf que l'Algérie, la distinction que l'armée se prépare, c'est son boulot en fait. C'est évident. Et à quoi ça sert d'avoir une armée si cette armée ne se prépare pas au combat? Sauf que c'est étrange que l'armée étale ça publiquement. Elle en parle à chaque fois. Il y a eu des hauts conseils de sécurité, plusieurs exercices militaires. Le chef d'état-major de l'armée s'affiche régulièrement et quotidiennement avec le président de la République. Abdelmajid Tebboune qui parle en une semaine à 2 reprises de l'armée et d'une armée forte et de l'éventualité et de toutes les éventualités en une semaine. Donc il y a une communication accrue, il y a une communication accentuée, il y a une communication très intense autour de l'éventualité d'un combat ou d'un conflit. Avec qui? Puisque l'Algérie ne veut pas attaquer. Et elle ne sera jamais un agresseur. Donc l'Algérie, s'il y a un conflit, elle sera dans la position de l'agresser.
Qui pourrait agresser l'Algérie? On pense directement au Maroc. Effectivement, le Maroc a fait une alliance avec Israël depuis 2021, depuis la normalisation des relations décembre 2020, accord militaire important avec l'Israël et le Maroc 2021, et un certain nombre de projets de coopération militaire très importants de 2021, 2022 jusqu'à 2023. Le dernier en date, c'est d'ailleurs, ça a fait le buzz, un grand fabricant israélien de drones militaires, la société israélienne Bluebird Aerosystem, elle a annoncé que bientôt, peut-être cette année 2024 probablement, elle va monter une unité de production de drones militaires au Maroc. Le Maroc sera le premier pays qui va abriter sur son territoire une unité de production de drones israéliens, qui sont réputés pour leur redoutable efficacité et leur technologie de pointe, etc. C'est vrai que le Maroc est impliqué aussi dans un conflit qui est le Sahara occidental, que depuis 2020, des affrontements sporadiques ont repris. Et c'est vrai que le Maroc utilise beaucoup de frappe beaucoup les forces sahraouies qui sont les milices du Polisario, qui sont à la limite de la frontière avec l'Algérie. Mais est-ce que le Maroc, c'est lui qui va agresser l'Algérie? Là, tous les scénarios, tous les spécialistes, tous les experts, il y a eu beaucoup d'experts, des académiciens, spécialistes des questions de la défense, des questions militaires, mais cache une analyse d'un organisme mondial, d'une ONG non gouvernementale, de la presse spécialisée sur les questions de défense. Tout le monde affirme que personne ne va, que personne ne mise ou la personne ne croit à une attaque marocaine contre l'Algérie. Personne n'y croit. Mais personne n'y croit. J'ai parlé avec des sources sécuritaires algériennes. Ça fait une année ou 2 ans depuis que le conflit algéro-marocain prend de l'intensité. À chaque fois que j'ai au bout du fil, que je suis en contact avec une source sécuritaire ou une source proche du ministère de la Défense nationale, ou une source bien introduite au sein de l'armée algérienne, à chaque fois que je leur pose la question à mes sources, ils me disent « Mais non, Abdou, on ne s'attend pas à une guerre, il n'y aura pas de guerre entre nous et le Maroc. » Tout le monde me le dit. Personne n'envisage de faire la guerre, parce que le Maroc, comme l'Algérie, et sa situation de statu quo, elle date depuis les années 70, depuis les 2 batailles Amgala, 75. Depuis Amgala 1 et Amgala 2, 76 plutôt. 76-75. Depuis ce jour-là, Ejma'a, mais qu'est-ce depuis les affrontements qui ont eu lieu, encore des affrontements sporadiques, voilà, c'était 76. Il n'y a pas eu de confrontation directe entre l'armée algérienne et l'armée marocaine. Et les deux pays vivent évoluent en fonction d'un scénario, d'un probable affrontement, mais ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Cet affrontement n'a jamais eu lieu, à l'exception de Amgala 1 et Amgala 2. 76, je ne fais un moment. Maintenant, il y a eu le Polisario qui est armé par l'Algérie, qui ne représente pas un danger majeur contre le Maroc, parce que voilà, on va dire que le Maroc maîtrise la situation, il contrôle plus de 80% du territoire, il a éjecté le Polisario, vraiment une menace mineure pour lui. Est-ce que l'alliance avec Israël va pousser le Maroc à attaquer l'Algérie? Tous les spécialistes sont d'accord là-dessus que le Maroc n'a pas intérêt à attaquer l'Algérie. Que le Maroc, au contraire, il utilise la technologie israélienne et les armes israéliennes pour contrebalancer avec la puissance de l'armée algérienne qui a investi des milliards et des milliards pour acheter des équipements russes et des équipements chinois, sud-africains, etc. Comme le Maroc n'a pas les moyens financiers de l'Algérie, comme le Maroc ne peut pas concurrencer l'Algérie au niveau de la course à l'armement, parce que le Maroc ne peut pas dépenser 20 milliards de dollars comme l'armée algérienne le fait depuis 2023-2024, ben le Maroc il a fait un autre choix. C'est le choix de miser sur un équilibre de la terreur, pas un équilibre de force, c'est-à-dire d'utiliser les technologies israéliennes, d'utiliser le soutien israélien, le soutien financier des Émiratis, les Émiratis qui offrent des armes, les États-Unis d'Amérique qui offrent souvent des armes. Le Maroc n'a pas les capacités financières de concurrencer l'Algérie, parce qu'il n'a pas la même puissance financière. Comme il n'a pas de pétrole et de gaz, il ne peut pas acheter autant d'armes que l'Algérie. Donc, au lieu de faire une course à l'armement, il fait des alliances avec des grandes puissances militaires, comme Israël, comme les États-Unis d'Amérique, pour prendre des armes de ces pays-là, et pour
que ces pays-là puissent l'aider au cas où d'une confrontation avec l'Algérie. C'est pour rétablir l'équilibre. Mais à aucun moment, le Maroc ne pourrait, avec l'aide d'Israël, attaquer l'Algérie. C'est quoi l'intérêt? Prendre Tidjoub et Béchar, ça n'a plus aucun intérêt. Le Maroc a renoncé depuis la fin des années 80. Il n'a plus de vision expansionniste. Et le tracé frontalier entre les deux pays, il est réglé, il est enregistré au niveau de l'ONU. Attaquer l'Algérie pour l'empêcher de l'attaquer, pour empêcher l'Algérie d'attaquer le Maroc. Ça n'a pas de sens parce que l'Algérie n'a pas attaqué le Maroc depuis les années 76. Donc là, il n'y a pas eu de scénario d'une guerre. Il est écarté par les deux pour une raison simple, que le Maroc, l'establishment marocain comme l'establishment algérien, savent pertinemment que les deux sont extrêmement perdants, qu'une guerre entre voisins, ça fera du mal aux deux systèmes, que les peuples ne supporteront pas le coût de la guerre, ni les efforts de la guerre, que ça va ruiner leurs économies, et que ça va prolonger les deux pays dans une crise économique et sociale extrêmement délicate, et qu'il risque d'avoir des populations qui vont se révolter contre les systèmes. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc pourrait favoriser à court terme une rébellion, une révolte populaire dans les deux pays contre les deux systèmes. Parce que les deux populations ne voudront ni supporter le coût de la guerre, ni subir la guerre, ni accepter de vivre dans des conditions dramatiques de la guerre. Ils vont se dire, voilà, vous nous avez entraînés dans une guerre contre nos voisins et vous avez ruiné notre vie. Les deux pays ont de gros problèmes sociaux et économiques. Le Maroc, il a beaucoup d'inégalités encore et des indices de développement humain extrêmement faibles. L'Algérie, une croissance démographique très importante et énormément de problèmes sociaux et beaucoup d'inégalités sociales et beaucoup d'injustices sociales et un sous-développement local dans énormément de régions. Donc, ni les Algériens ni les Marocains n'ont envie de faire la guerre. Ce n'est pas comme l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple, en 2020, où l'Azerbaïdjan et l'Arménie voulaient, la guerre était possible, parce que, pour une raison simple, les Arméniens voulaient défendre leur territoire qui est situé, le Haut-Karabakh, qui est situé en plein Azerbaïdjan, et les Azéris voulaient récupérer à chaque fois leur pays. Les deux peuples étaient convaincus. En Azerbaïdjan, en Arménie, la guerre a été rendue possible parce qu'il y a une volonté nationale de faire la guerre. Il y avait une légitimité populaire et nationale. Il n'y a pas de légitimité ni nationale ni populaire, comme au Maroc, ni comme en Algérie, de faire la guerre entre voisins. C'est extrêmement différent. Et ça, vous devez savoir et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de guerre directe depuis 1976. Parce que le Maroc comme l'Algérie, ils ont peur, encore une fois, les deux systèmes, d'une révolte populaire qui va se retourner contre les deux systèmes. Israël, elle ne va pas entraîner le Maroc. Israël veut avoir un pays, veut sécuriser le Maroc et l'utiliser comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Donc, l'Algérie ne la dérange pas plus que cela. En réalité, c'est des données géopolitiques et géostratégiques que les dirigeants algériens, ils les ont. On est déjà, les dirigeants algériens savent très bien qu'il ne peut pas y avoir de guerre. Il y a d'autres éléments. Les États-Unis d'Amérique, au début, quand il y a eu la normalisation des relations avec Israël, moi j'étais parmi ceux et celles qui disaient en 2022 et en 2023 qu'attention, le risque de guerre maintenant il est possible. Il ne l'était pas avant, mais à cause d'Israël et de l'intervention des autres puissances étrangères, ce qui se passe au Sahel et tout ce qui se passe en Libye, l'Algérie et le Maroc, leur conflit dépasse maintenant dépasse les enjeux des deux pays respectifs et les deux pays sont devenus des pions sur un échiquier international. Sauf que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Occident ne veut plus d'une guerre à ses frontières. Parce qu'elle aura des conséquences catastrophiques sur l'Europe. Et les États-Unis d'Amérique, fin 2023, il y a eu des rencontres avec les officiels algériens, plusieurs rencontres avec les officiels algériens à Alger, à Washington, et les États-Unis d'Amérique ont donné des garanties. Ils ont donné des garanties au régime algérien. Il n'y aura pas de guerre entre le Maroc et Israël, ne vont jamais agresser l'Algérie. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui ont proposé à l'Algérie leurs garanties, se sont portés garants. Il y a eu des émissaires, la CIA, le Pentagone, le département d'État. Les États-Unis d'Amérique ont donné des garanties franches et solides. Il n'y aura jamais une agression contre l'Algérie de la part d'Israël et du Maroc. Donc, l'éventualité de cette guerre
et de combat et le langage martial et les prédispositions dans lesquelles évolue le régime algérien aujourd'hui pour nous faire croire que le pays est menacé, en réalité, c'est un langage qui vise le front intérieur. Comme le 1er mai, comme le 8 mai, on veut absolument faire angoisser, on veut semer l'angoisse au sein des Algériens et des Algériens, on veut absolument les préparer à une éventualité d'une guerre ou d'une agression, on veut leur faire croire qu'ils évoluent sous la menace, qu'il y a une insécurité à nos frontières, il y a une insécurité qui les menace, que le territoire il est menacé, parce qu'ils ont besoin de cette angoisse collective, ils ont besoin de cette panique nationale, pour réprimer les libertés publiques et individuelles, pour verrouiller les espaces publics et pour empêcher toute contestation populaire. À force de dire aux Algériennes et aux Algériens des éventualités d'une guerre, une armée forte, des exercices militaires, on est prêt au combat, on se prépare au combat, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il y a la tête, il faut que je le bled, on a dernier fait harb. Donc les gens vont ressentir cette insécurité. Quand les gens ressentiront, quand un peuple, quand la population va ressentir cette insécurité, bon, elle ne pourra pas contester, elle ne va pas soutenir l'opposition, elle va soutenir beaucoup moins les mouvements de contestation, elle va hésiter énormément à faire des grèves ou à demander ses droits civiques ou ses droits sociaux ou fondamentaux, elle va pas faire des émeutes, elle va pas sortir dans les rues parce que la population va se dire c'est pas le moment, on doit être unis avec notre armée, c'est pas le moment, toute contestation interne sera utilisée comme un outil ou comme une carte par des puissances étrangères pour nuire à notre pays, pour nuire à notre souveraineté. Donc on inculque une insécurité permanente à la population algérienne pour lui enlever tous les outils, je dis bien pour lui enlever tous les outils et toute possibilité de demander ses droits sociaux, de faire une contestation populaire, ou clairement de revivre, de relancer le Hirak. Pour qu'il n'y ait pas de Hirak, pour que le peuple algérien renonce définitivement à réclamer ses droits politiques ou à réclamer le changement politique et le changement du régime, le régime le conditionne, lui fait peur, mais il ne se contente pas uniquement de le persécuter ou de le réprimer, il lui inculque la peur, il y a une agression étrangère imminente et qu'il faut qu'il soit solidaire avec son armée, il faut qu'il soit soumis à l'armée, il faut qu'il soit totalement soumis aux services de sécurité à l'armée pour se tenir prêt au combat, parce qu'il faut d'abord combattre pour la sécurité et la souveraineté, et oublier les libertés publiques, les droits de l'homme, la démocratie, les droits sociaux et le changement démocratique. Et c'est pour cette raison, que Chenguelaha et Tebboune et l'ensemble des dirigeants algériens parlent régulièrement dans les médias, comme dans les manifestations publiques, de l'éventualité de combat ou de guerre. C'est ça la véritable raison de ce langage militaire très martial.